Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Depuis le 20e congrès national du Parti communiste chinois qui s'est tenu en octobre de l'année dernière, la modernisation chinoise est devenue un sujet très discuté au sein de la communauté internationale. Quelles sont les principales caractéristiques de la modernisation chinoise? Quelles opportunités va-t-elle apporter à la coopération sino-africaine? Voici les principaux thèmes d'aujourd'hui et nous avons le plaisir d'en parler avec plusieurs invités qui vont partager avec nous leur regard sur la modernisation chinoise ainsi que leurs attentes et leurs espoirs vis-à-vis de la coopération sino-africaine. Je vous présente tout de suite nos invités. Madame Yu Jia, professeure à l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Pékin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Liu Fan, fondateur du groupe Matavert Investment. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Koko Wotocho Dozo, économiste et responsable de la société Beijing TZ Trade and Consulting. Bonjour. Bonjour. Monsieur David Richman Hakotomavo, membre du cabinet du président de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar et directeur général et fondateur de The Way. Bonjour. Bonjour tout le monde, merci. Ensuite, monsieur Augustin F.C. Hall, professeur de l'Université de Xiamen et consultant à l'UNESCO. Bonjour. Bonjour. Et puis, monsieur Abdoulaye Bamba, maître de conférence en histoire des relations internationales de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour. Et enfin, monsieur Meparek Boukapa, ingénieur algérien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Depuis le 20e congrès national du PCC l'année dernière et durant les 2 sessions de cette année, on parle beaucoup de la modernisation chinoise. Dans une multitude d'interviews, les économistes, les experts et les politiciens ont exprimé leur propre point de vue sur ce terme de modernisation chinoise. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi vous inviter à partager vos points de vue sur cette notion. D'abord, Madame Yu, comment interprétez-vous cette notion de modernisation chinoise? Ok, bonjour et merci pour la question. Et tout d'abord, je vous salue tous depuis Addis Ababa où je suis actuellement en mission pour promouvoir les investissements chinois en Afrique. Et c'est la première fois que je reviens en Afrique après 3 ans d'absence. Concernant la modernisation chinoise, bien sûr, il s'agit de plusieurs dimensions. Par exemple, la modernisation chinoise est une prospérité pour tout le monde et personne ne doit être laissé de côté. Et aussi, elle a une modernisation dans laquelle la civilisation matérielle et spirituelle sont coordonnées, etc. Mais en fait, la modernisation chinoise couvre tous les aspects tels que l'économie, la politique, la culture, la société et la civilisation écologique adhèrent au concept de développement centré sur le peuple, met l'accent sur le développement harmonieux de l'homme et la nature et privilégie la coopération gagnant-gagnante. La Chine étant le plus grand pays du développement, la pratique de la modernisation chinoise a en soi une grande contribution au monde. Et selon les statistiques, la part de la Chine dans l'économie mondiale est passée de 11% à 18% depuis 10 ans. Et sa contribution moyenne à la croissance économique mondiale a atteint 38%, soit plus que la contribution combinée des pays du groupe 7. Et la Chine avait atteint le premier objectif de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, et c'est-à-dire l'éradication de la pauvreté absolue avec 10 ans d'avance. Donc, grâce à ce modèle à la chinoise, la Chine n'a mis que quelques décennies à réaliser son industrialisation et un processus qui a pris plusieurs siècles aux pays occidentaux. Et la Chine a réalisé le double miracle d'un développement économique très rapide et en même temps avoir une stabilité sociale à long terme.
Merci. Alors, Monsieur Bamba, et vous, comment comprenez-vous cette notion de modernisation chinoise? Pour pouvoir analyser cette modernisation chinoise à partir des années 78 avec la politique de réforme et d'ouverture, qui ont permis à la Chine d'aborder une pente assez intéressante en matière de politique interne et politique externe. Cette modernisation également allie plusieurs facteurs. Vous avez le facteur économique, vous avez le facteur environnemental, vous avez le facteur, je dirais même spirituel. Cette modernisation ne s'est pas éloignée non plus de la culture et de la civilisation chinoise, avec une politique extérieure guidée essentiellement par la coexistence avec les autres pays. Et lorsque vous prenez ces différents éléments-là, vous aboutissez à un pays qui a atteint un niveau aujourd'hui de modernisation et qui surtout offre un modèle de modernisation qui s'éloigne de plus en plus du modèle occidental. Voilà déjà d'entrée de jeu ce que je peux dire sur la modernisation chinoise. Alors, Monsieur Hall, pour vous, quelles sont les différences entre la modernisation chinoise et la modernisation telle que traditionnellement admise? Oui, moi, je lirai la modernisation de mon point de vue de celui de maître d'école. Je suis enseignant et je pense que dans la 14e section du rapport du 20e congrès, qui porte sur les rapports entre humains pour la construction d'une société juste et durable, et il y a l'accent qui est mis sur la recherche, la science et l'innovation technologique. Et je pense que la Chine a montré ce que c'est que le volontarisme dans le développement de l'enseignement supérieur, et de la technologie et sur les plans de toutes les techniques les plus avancées. Donc, parlant du point de vue du point de vue africain, je pense qu'au niveau des questions d'innovation et de la recherche, il y a vraiment un très très bel exemple à suivre, parce que la Chine met le paquet sur les frontières de la recherche et de l'innovation technologique. En fait, depuis sa fondation, la Chine a lancé plusieurs politiques ou stratégies pour la modernisation, telles que la politique de 4 modernisations, la vision stratégique en 3 étapes pour la modernisation, ou la réalisation d'une société de moyenne aisance, la construction d'une Chine socialiste moderne. Alors, Monsieur Bukapa, quel regard portez-vous sur le processus de la modernisation chinoise? Merci pour l'invitation et pour la question. En fait, j'ai visité la première fois la Chine en l'an 2000, c'est-à-dire il y a un peu plus que 20 ans. Et depuis, je la visite très régulièrement. Et je m'intéresse beaucoup à tous les aspects de technologie parce que je suis moi-même ingénieur et je m'intéresse à ces aspects-là. Mais en même temps, je m'intéresse aux aspects sociaux, culturels et historiques. La Chine et les pays africains, en fait, ont quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'ils ont subi la maltraitance et la colonisation des pays occidentaux. De manière différente, bien entendu. L'Afrique en souffert beaucoup plus gravement. Donc c'est de ce point de vue, de ce parallèle, que nous pensons qu'il est possible pour nous, Africains, de prendre exemple sur la Chine pour assurer un développement rapide. Et étant donné qu'il y a cet exemple devant nous, on sait qu'au début du XXe siècle, la Chine était un pays très pauvre, très déchiré, qui était plus ou moins occupé par une dizaine de pays occidentaux. Et après la révolution de la révolution chinoise, donc les choses sont allées très très vite. La première chose que la Chine a faite, c'était d'abord de s'unifier, d'unifier son peuple autour d'une idéologie et autour du sentiment nationaliste très très fort. Ça, c'était la première chose qu'il fallait faire. Et si on prend les choses en Afrique, c'est à peu près la même chose. La colonisation a fait éclater les pays africains
en tribus, en régions, en sous-régions, etc. Donc, ce parallèle-là est également valable. Donc, la première chose, la priorité, c'est le nationalisme, de faire renaître le nationalisme et la cohésion nationale. Après ça, il faut subvenir au plus urgent, c'est-à-dire le développement de base. Le développement de base, c'est-à-dire le facteur humain. En Afrique comme en Chine à l'époque, il n'y avait pas de spécialistes, il n'y avait pas de gens formés pour assurer un développement convenable. Donc la Chine a mis le paquet sur la formation professionnelle. J'ai un ami chinois avec qui je discute assez longuement de ça. Il m'a dit que le secret de notre développement, c'était la formation professionnelle. On a commencé par former des millions de maçons, des millions d'électriciens, des millions de plombiers, des millions d'agriculteurs. Et c'est ça qui a permis ensuite de monter d'un cran pour aller vers des spécialités plus importantes et de finir avec des universitaires de très très haut niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui, les publications scientifiques chinoises dépassent de loin celles des autres pays occidentaux, et en très peu de temps. Donc pour nous, c'est un objectif également. Nous avons, pour la plupart en Afrique, assis notre indépendance nationale. Nous travaillons beaucoup sur la cohésion nationale, et à des degrés différents d'un pays à l'autre. Et nous travaillons aussi maintenant sur le facteur humain, c'est-à-dire préparer les hommes à réaliser ce qu'a fait la Chine, c'est-à-dire la formation professionnelle, ensuite les formations de formation supérieure. Et tout ceci dans un cadre de dialectique historique qui est très clair. On ne peut pas commencer autrement que par le facteur sociologique et politique, donc réunification de nos pays, unification de nos peuples et augmentation du sentiment du nationalisme, et ensuite passer aux choses suivantes. Bon, je m'arrêterai là pour cette première question. Je continuerai sur la suivante par la suite. Merci de nous avoir rappelé un peu l'histoire de la Chine. En fait, depuis sa fondation et plus tard avec le système, la politique d'ouverture, la Chine a toujours poursuivi sa voie propre de modernisation. Et aujourd'hui, cette modernisation se manifeste dans tous les domaines. Nos invités travaillent dans de secteurs d'activité très variés, et certains de nos invités africains vivent en Chine ou bien s'y rendent de manière très régulière. Donc là, je voudrais vous inviter à partager un peu votre expérience. D'abord, Monsieur Dozo, vous êtes économiste et aussi dirigeant d'une société. Quelles sont vos impressions sur le développement moderne de la Chine dans le domaine économique et commercial? Je vais m'attaquer à ce que la modernisation a apporté à la Chine, de mon point de vue, en tant qu'économiste. Donc, sur le plan économique, la première impression, c'est de voir à quel point l'économie chinoise s'est accrue ces 4 dernières décennies. Quand vous voyez la croissance économique de la Chine, c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est pour ça qu'on parle de miracle chinois. Et la modernisation a permis à la Chine de passer de pays pauvres à superpuissance économique. Aujourd'hui, c'est un pays dont l'économie est juste derrière les États-Unis, qui est la première puissance économique mondiale. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, le deuxième volet, c'est le volet de comment la Chine a fait pour passer de 3% d'une société à classe moyenne à plus de 50% en moins de 20 ans. C'est vraiment un miracle. Parce que déjà en 2000, les statistiques montraient qu'il n'y a que 3% des Chinois qui étaient dans cette tranche de classe moyenne. Déjà à partir de 2018, les statistiques sont passées de plus de 50%. C'est assez inspirant pour nous, les pays africains qui aspirons à devenir autant comme la Chine
même si on ne peut pas aller à ce rythme, c'est un exemple assez palpable que nous voyons et que nous avons envie de. Ensuite, le troisième volet, c'est le volet de réduction de la pauvreté ou bien l'éradication de la pauvreté absolue en Chine. Donc, la Chine s'est fixé un objectif et ce qui est assez appréciable, c'est que cet objectif a été atteint et la Chine a réussi à éradiquer la pauvreté absolue au sein de sa population. Cela s'est passé non pas par miracle, mais parce que les Chinois ont travaillé. L'innovation a permis à la Chine de produire plus massivement, d'exporter, et cela a engendré des gains et des revenus aux populations. Et je pense qu'en utilisant des technologies plus modernes, les gens ont pu devenir beaucoup plus productifs et c'est cela qui a permis à la population chinoise de pouvoir se passer de la pauvreté, ce qui est un exemple assez convaincant pour nous, les Africains, comme je le disais, qui aspirons aussi l'exemple de la Chine. Ensuite, le volet commercial, il n'est plus un secret pour personne parce que aujourd'hui, on sait que en termes de commerce mondial, quand vous prenez les presque 200 pays ou bien régions qui constituent la planète, on nous dit que la Chine est le plus partenaire commercial de plus de 120 pays, ce qui fait assez au-delà de 60%. Vous voyez. Donc, non seulement nous assistons à ce genre de performance, ce que la Chine fait ensuite, c'est qu'elle crée les conditions pour que le commerce entre les pays, avec les pays, soit, je dirais, plus facile. En Afrique, par exemple, la Chine est carrément présente dans le domaine de la construction des infrastructures. Vous savez que sans infrastructure, sans route, sans port, sans aéroport, il n'y a pas de commerce. Donc, la Chine s'est mise dans cette perspective-là d'aider les pays à pouvoir être à même de pouvoir commercer avec la Chine. Et pour aller plus loin, nous allons aussi parler de l'initiative Route de la soie qui a été mise en place par le gouvernement chinois depuis 2013, où la Chine essaie de connecter les pays du monde entier afin que le commerce mondial soit plus facile. Donc je pense que, voilà, en termes d'impression, moi je suis positivement impressionné et nous avons, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Chine, d'après tout ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé un peu vos observations sur le secteur économique et commercial. Là maintenant, je voudrais parler un peu du secteur touristique. Monsieur Liu Feng, vous travaillez dans le secteur touristique, mais aussi dans le secteur d'investissement. Pouvez-vous nous parler un peu des changements opérés en Chine Oui, merci invitation. Rebonjour tous les intervenants. C'est vrai quand on parle de sujet de modernisation de la Chine, bon, et il y a un impact très positif et grand sur le domaine touristique. Et au cours de la dernière dizaine d'années, la Chine qui a connu une croissance incroyable, importante dans le secteur touristique, hein, bon, pour certaines analyses, c'est plutôt des secteurs qui peut se traduire sur plusieurs réalisations. Tout d'abord, je pense à l'augmentation du nombre de touristes. La Chine est devenue une destination touristique majeure, hein, et en même temps aussi la Chine est devenue une des plus grandes sources des touristes qui voyagent sur le monde entier. Donc là, c'est bilatéral. Hein. Et quand on parle d'infrastructures touristiques que la Chine qui a beaucoup investi, comme le développement de TGV, bon, la construction des nouveaux aéroports, les hôtels et toutes les attractions touristiques aussi, ce sont des moyens qui permettent
le développement touristique. Et bon, quand on reparle le mode de la vie qui est carrément infecté par ce genre de contexte de modernisation, c'est la vision, disons le concept des produits touristiques qui se modernise aussi. Et à part ça, grâce à qui a pu réunir, qui a pu quand même réaliser, c'est avec le budget, c'est-à-dire la dépense touristique qui a eu une croissance. Bon, on peut dire que les Chinois sont plus riches qu'avant, donc ils ont plus de capacité de voyager, de dépenser de plus, voilà, sur le monde entier. Donc, je pense que ce sont plusieurs de réalisations que quand on parle dans le secteur du tourisme, voilà. Et du côté d'investissement? Merci. En fait, là, bon, pour moi personnellement, je suis plutôt dans le domaine d'investir à Madagascar. Et quand on parle les investissements venant de la Chine pour les pays africains, par exemple pour Madagascar, c'est plutôt d'abord les sources entre les deux pays, c'est-à-dire que ce sont les investissements venant de gouvernements. Donc, on peut considérer c'est comme dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, les mines et l'agriculture. Mais pour nous, en tant qu'opérateurs privés, participer dans les domaines pour moi personnellement, dans l'hôtellerie, du commerce et puis de logistique aussi. Pourquoi on parle beaucoup sur la logistique? Parce que grâce à quand même la vision, l'idée qui change, tout le monde comprend c'est quoi le e-commerce. Mais le e-commerce qui est en train aussi de devenir aussi de mode de l'achat pour les pays africains. Et voilà, donc quand la vision qui se transforme, donc avec les différents outils modernisés, avec les transactions de paiement, avec aussi l'amélioration de transport qui va faciliter les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. Merci, Monsieur Liu. Tout à l'heure, Monsieur Bukapa nous a présenté un peu ses impressions sur l'évolution dans la société chinoise. Et vous êtes ingénieur. Pouvez-vous nous partager un peu vos impressions aussi sur le développement moderne de votre domaine d'expertise, la technologie? Tout à l'heure, vous avez accentué la formation professionnelle. Oui, tout à fait. La Chine, depuis l'ouverture et les réformes, s'est lancée dans la modernisation tout azimut. C'est pour ça que j'ai parlé d'un processus où il y a plusieurs phases. Donc la première phase, c'était la consolidation de l'unité nationale, du sentiment nationaliste. Ensuite, le développement de base, parce que les gens mouraient de faim, il fallait faire travailler tout le monde et arriver à nourrir tous ces gens-là. C'est pas rien du tout, 1,5 milliard. Ensuite, la phase suivante, c'était l'ouverture. Donc, je considère qu'il y a deux grandes phases, la phase de Mao Tse-tung et la phase de Deng Xiaoping, donc qui a commencé l'ouverture et qui a rendu les Chinois pragmatiques en enlevant beaucoup d'interdits. Il leur a dit enrichissez-vous, et il leur a dit aussi quelle que soit la couleur du chat n'a pas d'importance, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Donc ce pragmatisme-là s'est généralisé très vite et c'est ce qui a fait que le développement économique et technologique, parce que vous savez, dans d'autres régions du monde, il y a ce qu'on appelle la résistance au changement. Et ce que j'ai constaté en Chine, c'est qu'il y a très peu de résistance au changement. Les Chinois sont très ouverts sur les technologies modernes. Parfois, moi, je suis étonné qu'ils n'aient pas peur, par exemple, de commencer à payer avec un nouveau système qu'ils n'ont jamais connu. Et c'est inné chez eux. Ça, c'est le pragmatisme chinois qui fait que aussi, par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de limites. Je constate, par exemple, il y a un grand secteur informel. En Chine, l'économie informelle est très, très, très répandue, déjà en l'an 2000 et jusqu'en 2008, parce que 2008, c'est une année extrêmement importante pour la Chine.
donc le 8 août 2008 avec les Jeux olympiques et tout ça, donc tout s'est accéléré. L'économie informelle était très très présente, est encore présente, et le gouvernement ne lutte pas contre l'économie informelle. Il considère que c'est un peu le stade initial, c'est le stade un peu comme pour les cultivateurs, ce qu'on appelle les pépinières. Donc la pépinière de l'économie, c'est d'abord l'informel, on le laisse faire, on le laisse proliférer, et ensuite c'est cette économie-là qui va devenir l'économie formelle qui fait qu'aujourd'hui on a des sociétés chinoises d'une très très grande importance au niveau mondial. Sur le plan technologique, c'est la même chose. Donc il y a ce pragmatisme chinois. Les Chinois sont de nature très inventifs, et puis le fait qu'ils soient libérés de ces entraves bureaucratiques au niveau de l'économie, ça aussi c'est très important. Je n'ai pas trouvé beaucoup de bureaucrates. On dit que la Chine est un pays bureaucratique. En tout cas sur le plan de l'économie et du développement économique, il n'y en a pas, ou très peu. Donc c'est ça qui a permis que les Chinois se lancent dans l'innovation, se lancent dans la création de nouveautés de tous les jours. En plus, c'est des gens travailleurs, ça c'est connu. Mais je dis que, comme tous les pays du monde, là, ils ont obéi à un processus qui est logique. Donc c'est l'indépendance, la consolidation du nationalisme, et ensuite la formation professionnelle, et ensuite aujourd'hui on a des gens de très très haut niveau scientifique. Et le fait même, dans une dernière émission, on avait parlé de la présence de la Chine dans l'espace, et en très peu de temps, en moins de 20 ans, la Chine est devenue un acteur majeur dans le domaine de l'espace. Et ça, c'est dû essentiellement, moi je pense, au pragmatisme chinois, à la levée des interdits, à la levée des contraintes sociales et économiques, et le fait aussi que, qu'est-ce que je voulais dire, il y a cette inventivité qui est naturelle chez les Chinois, chez les Asiatiques en général, qui sont très travailleurs, qui ne sont pas fainéants du tout, qui acceptent les tâches les plus dures et qui les font avec beaucoup d'abnégation. Et c'est ça qui fait qu'ils avancent. En tant qu'Africains, j'espère que nous puissions prendre comme exemple ce développement de la Chine, et essayer aussi de le faire diffuser dans le reste du monde, parce que par ailleurs il y a un sentiment aussi de crainte des pays occidentaux de ce développement extraordinaire. On le voit tous les jours. Moi je pense qu'au contraire on doit aller vers une généralisation de ce développement. La route de la soie ne me fait pas peur personnellement. J'ai vu la dernière fois avec M. Ding Yifan, on a vu une carte du monde, la carte de l'éclairage. On voit qu'avant la présence chinoise en Afrique, on voit très peu de lumière. Vous savez, il y a une carte nocturne qui montre les régions où il y a beaucoup de lumière, où il y a beaucoup de développement. À cette époque, disons dans les années 2010, les cartes de ce temps-là, l'Afrique, c'était complètement obscur la nuit. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'éclairage. Aujourd'hui, on voit que là où passe le développement avec la présence chinoise, il y a un éclairage. Donc je l'ai appelé la route de la lumière, un peu en comparaison avec la route de la soie. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Dans la prochaine édition, nous allons poursuivre cette discussion sur la modernisation chinoise. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine.